bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed El Chakali. Je suis journaliste, je suis indépendant et je suis chroniqueur panafricain. Je reviens donc pour une fois encore sur le sujet dominant de l'actualité de notre sous-région. Il s'agit donc du problème actuellement, ou ce qu'on appelle le conflit, qui n'en est pas un, mais surtout une mésentente entre le Mali et la Mauritanie. Les choses avancent, ou ont avancé, maintenant on le sait, puisque une délégation donc, du Mali s'est rendue à Nouakchott, dirigée par le chef des états-majors des armées du Mali, qui est venu donc en journée de travail en Mauritanie. Déjà, rien que le déplacement du chef d'état-major général des armées du Mali vers la Mauritanie, il a une signification. Il signifie d'abord que les deux parties veulent revenir au calme. Au calme parce que les problèmes ne sont pas les mêmes pour les deux pays. Les populations mauritaniennes font d'énormes pressions sur le gouvernement mauritanien. Les populations mauritaniennes font d'énormes pressions sur le gouvernement mauritanien parce que ce sont ces populations mauritaniennes qui sont victimes des exactions ou des agissements de l'armée malienne et de leur sécurité rapprochée, la milice Wagner. Ce sont les populations mauritaniennes qui ont un problème avec le Mali. Et en venant à Nouakchott, cela sous-entend donc que le Mali reconnaît quelque part donc, sa responsabilité dans ce qui s'est passé, et c'est une façon de s'excuser. Parce qu'entre deux pays, il y a toujours un tort, qui a tort et qui n'a pas tort. Mais entre des pays, les intérêts dépassent de loin ces considérations. De qui a tort et qui n'a pas tort. Parce que la réponse à cette question n'apporte rien. Les pays, ce n'est pas des individus. Parce que si, par exemple, un Mauritanien est en train de crier pour dire que son pays ne réagit pas aux exactions, aux tueries donc, de l'armée malienne, des Mauritaniens à l'intérieur du territoire, qu'il soit ce territoire mauritanien ou qu'il soit territoire malien. En territoire mauritanien, c'est jamais arrivé, donc, mais en territoire malien, si, et plusieurs fois. Ils ne comprennent pas que c'est vrai que perdre une vie, c'est très grave. Mais perdre des relations profondes, des relations d'amitié, des relations de bon voisinage, des relations économiques, des relations politiques, les perdre, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Parce qu'on a perdu un citoyen mauritanien et c'est des millions de citoyens mauritaniens qui vont souffrir donc des conséquences des agissements du gouvernement si un gouvernement n'est pas un gouvernement qui sait réfléchir et qui sait faire face à la situation. Parce que le conflit, ça ne règle rien du tout. Certains disent, voilà, l'armée mauritanienne n'a pas peur de l'armée malienne. Moi-même, je l'ai dit une fois dans l'une de mes chroniques. C'est vrai que l'armée mauritanienne n'a pas peur de l'armée malienne. L'armée malienne non plus n'a pas peur de l'armée mauritanienne. Mais s'il y a conflit, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des frères qui vont s'entretuer. Des frères. Vous vous souvenez que... je n'ai pas la date en mémoire, mais je vais vous l'afficher, cette date. Il y a eu donc ce conflit entre le Mali et le Burkina Faso. Vous vous souvenez, une guerre de pauvres qui n'a servi à rien, et de laquelle on n'a tiré aucune conclusion. Ça a été un moment difficile de déchirement entre les frères, voisins, les parents, les amis, et voilà. Et aujourd'hui, le Mali et le Burkina Faso sont très, très soudés dans des objectifs communs de l'AES,
qui est l'Alliance des États du Sahel. Peut-être même que les relations sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus solidairement soudées entre donc, le Mali et le Burkina Faso, plus qu'entre la Mauritanie et le Mali. Parce que en géopolitique et en géostratégie, les intérêts changent selon les pays qui font face. Voilà, donc je disais que rien que la venue du chef des états-majors du Mali en Mauritanie pour une séance de travail avec les autorités militaires mauritaniennes, c'est déjà en soi, pour le Mali, une manière de reconnaître donc ses fautes. Et une faute avouée est à demi pardonnée, dit le proverbe. Entre nous et le Mali, il ne doit pas avoir que des relations très bonnes et très solides. C'est dans l'intérêt de tous. Jigi tungara Sheki zirima Arme Mali jansae Mali darapo be sanfɛ faso darapo be sanna jugu tɛna sauna Karme Mali to balole Kau to balole jugu tɛna sauna abada Kari be to balole jugu tɛna sauna abada Kau to balole jugu tɛna sauna abada Kari be Maintenant, qu'est-ce que les deux chefs d'état-major, le chef d'état-major mauritanien et le chef d'état-major des armées du Mali ont conclu? La teneur de cet accord n'est pas connue, n'est pas encore publiée, n'est pas diffusée, peut-être ne le sera jamais. Mais il est évident que cet accord n'a pour raison réelle que d'éviter au maximum des incidents comme ceux qui se sont passés ces 2 dernières années sur la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Éviter comment? Il n'y a pas une règle qui définit le moyen d'éviter de tels problèmes. C'est impossible. De tels problèmes ne pourront jamais être évités. Ils ne pourront jamais être évités. Parce que si on regarde, on fait une caricature, je ne sais pas, moi je ne maîtrise pas le français, une caricature ou un schéma de ce qui se passe actuellement, on se rend compte que ce n'est pas possible. Ce que les deux parties veulent n'est pas possible. Mais les deux parties, et ce qu'elles peuvent se demander, c'est-à-dire que l'une demande à l'autre, c'est d'apporter sa contribution pour que les dégâts soient limités au maximum. C'est tout ce qu'ils peuvent conclure. Autre chose, ils ne peuvent pas conclure. La Mauritanie ne peut pas et ne pourra jamais, encore 1 million d'années, garantir au Mali que personne ne traversera sa frontière. Elle ne peut pas garantir au Mali qu'un combattant qui fuit des combats ou qui fuit des campagnes de ratissage de l'armée malienne ne peut pas rentrer à l'intérieur du Mali. Elle ne peut pas. La Mauritanie ne peut pas l'assurer. Ce n'est pas vrai. Même, elle ne signera jamais. Je le sais, je le dis, parce que c'est vrai. Parce que même si l'armée mauritanienne mettait tous les 50 mètres un militaire sur sa frontière, cela ne peut pas empêcher des Maliens de rentrer sur le territoire mauritanien. Parce que les Maliens qui rentrent sur le territoire mauritanien, qu'ils soient combattants ou qu'ils ne soient pas combattants, ils rentrent de toute manière. De toute manière, je veux dire, de toutes les manières. C'est ce que je veux dire. De toutes les manières, comment? Parce que si vous prenez par exemple un combattant ou quelqu'un qui est recherché par l'armée malienne, qui quitterait par exemple l'erreur sur une charrette avec sa femme et ses enfants, sans armes et tout, et qui vient se déclarer comme réfugié malien pour aller dans un camp de réfugiés en Mauritanie. On ne peut pas savoir. On ne peut rien savoir sur lui. On ne peut rien savoir. Un combattant qui était dans un rang de ces... comment ça, les groupes armés maliens
qu'il soit arabe ou qu'il soit peul, par exemple, qui veut fuir l'armée malienne, et qu'il se passe pour un éleveur ou un gardien de troupeau, il peut rentrer en Mauritanie sans qu'on le sache. Même entre deux militaires, si ces militaires ne sont séparés que de 50 mètres. Ce que les pays peuvent faire, ce que la Mauritanie a déjà fait, et elle l'a fait depuis maintenant 10 ans, c'est qu'elle a fait des entrantes. C'est-à-dire, les entrantes, c'est quoi? C'est des passages par lesquels obligation est donnée à des populations en mouvement de passer par là. C'est tout ce qu'elle peut faire. Mais maintenant, le trafic sur cette zone qui est longue de 2200 km, c'est une frontière immense. Parce que si elle pouvait être verrouillée, le Mali l'aurait verrouillée. Parce que c'est le Mali qui recherche des gens qui sortent de son pays. Donc le Mali aurait pu, par exemple, prendre toute son armée et positionner son armée tout au long de la frontière, ce qu'elle ne peut pas faire. L'armée malienne ne peut pas le faire. Elle ne peut pas le faire parce que du point de vue même sécurité pour l'armée, c'est impossible. Les militaires, les meilleurs, les stratèges le savent. Il ne faut pas. L'armée malienne ne peut pas faire un camp comme ça, isolé dans le désert, comme par exemple le camp de l'Emreye en Mauritanie, qui est un camp situé nulle part. Elle peut parce que la Mauritanie n'est pas en conflit. Elle n'a pas de problème. Mais le Mali ne peut pas le faire parce que une attaque aurait lieu ou des attentats ou je ne sais pas, et ce qui est arrivé malheureusement plusieurs fois au Mali, où des bases militaires ont été attaquées par des hommes armés et les bilans ont été très lourds du côté malien. Très lourds, très lourds et très regrettables d'ailleurs. Parce qu'il y a des hommes valeureux et des officiers de très grande renommée qui ont perdu la vie dans des attaques comme ça sur des camps militaires isolés. Et les secours viennent trop tard et l'armée s'organise, prend beaucoup de temps à s'organiser pour riposter. C'est même arrivé en Mauritanie chez nous parce qu'à l'Umqaïti, il y a eu malheureusement une attaque de terroristes qui a coûté la vie à des 22 Mauritaniens et plusieurs blessés. Et la réaction de l'armée s'est fait attendre. Donc ça arrive partout, pas seulement en Mauritanie ou au Mali. Donc ce que les deux pays peuvent décider, certainement c'est ce qu'ils ont décidé, c'est d'abord de renforcer la surveillance sur la frontière. Oui, ça c'est possible, parce que si les deux pays et leur état-major sont des états-majors de bonne foi, et ils veulent vraiment arriver à cet objectif, ils peuvent renforcer la surveillance, parce que la surveillance, elle ne se renforce pas par des patrouilles. C'est impossible dans cette région. La Mauritanie peut faire des patrouilles tout au long de sa frontière, parce que la Mauritanie n'a pas de problème avec des combattants. Elle n'a pas d'ennemis contre lesquels elle se bat. Elle n'a pas d'ennemis. Or, le Mali, il n'a que des ennemis contre lesquels il se bat. Le Mali n'a que des ennemis. Il a des ennemis arabes, il a des ennemis berbères, il a des ennemis touaregs, il a des ennemis peuls, il a des ennemis... Je ne sais pas, je ne peux pas les citer. Il ne peut pas. Il peut faire venir même, pas seulement les Wagner, mais il peut faire venir l'armée russe. Avec tous ses moyens militaires, c'est impossible. Il ne peut pas venir à bout du terrorisme. Il ne peut pas venir à bout des hommes armés. Parce que les hommes armés, c'est quoi? C'est un homme sur un âne, c'est un homme sur une moto, c'est un homme qui marche, et qui peut causer des dégâts énormes. Alors que l'armée malienne ne peut pas être à côté de cet homme, ni dans son environnement immédiat. C'est qu'elle peut se voir surveillée par un drone ou surveillée par une aviation. Et à partir des informations, se déplacer sur le lieu. Bon, ça c'est de la stratégie militaire, je ne la connais pas, et je ne veux pas aller vraiment m'enfoncer dans ce détail. En tout cas, maintenant le problème, il est quoi? Le problème, il est resté, il ne peut pas être changé. Parce que soit la Mauritanie prend tous les Mauritaniens qui sont dans des villages, qui sont à l'intérieur du Mali et décide donc de les faire sortir du Mali et de les retourner dans leur pays, en ce moment, sur le plan politique et sur le plan des relations diplomatiques entre les deux pays, ça ne va pas, parce que cela veut dire que le Mali expulse des Mauritaniens
vers le territoire de leur pays. Et le Mali n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt parce que ces Mauritaniens sont le plus souvent, à 90%, des gens qui sont mariés à des Maliennes ou des Maliens qui sont mariés à des Mauritaniennes. Et là, nous avons plus que des liens de bon voisinage, mais des liens de sang et de parenté, qui font que ces gens, ils peuvent un jour décider de se retourner contre le Mali, qu'ils soient maliens ou qu'ils soient mauritaniens. Ils peuvent même décider de se retourner contre la Mauritanie, selon les cas. Donc, il est difficile de gérer une situation comme celle-là. C'est une géopolitique, c'est une géostratégie un peu compliquée. Et c'est pourquoi la Mauritanie l'a compris très tôt. Elle a compris qu'il fallait travailler avec les populations pour pouvoir donc assurer la sécurité des personnes et des biens. Ce que le Mali n'a pas fait, parce que le Mali ne peut pas le faire, parce que le Mali ne s'entend même pas avec ces populations, parce que ces populations ne se considèrent même pas maliennes. Il faut savoir que dans le nord du Mali, par exemple, l'Azawad, les gens ne se considèrent même pas comme maliens. Ils se considèrent comme des gens d'un autre pays. L'Azawad. Les Peuls, eux, je ne sais pas pourquoi, ils crient ou je ne sais pas pourquoi ils ont leurs problèmes, mais en tout cas, ils ont aussi leurs problèmes. Donc le Mali, il se bat sur plusieurs fronts. Et c'est ce qui fait qu'un peu l'armée malienne est très affaiblie. Et elle est très affaiblie. Elle a besoin donc de gens pour se battre pour elle. Et comme la France ne s'est pas battue pour elle, la France était là pour essayer de mener un équilibre de paix dans une zone de conflit qui est extrêmement compliquée. Donc, ils se sont débarrassés de la France et ils ont fait venir les Russes qui sont des exterminateurs. C'est des exterminateurs, les miliciens Wagner. Ils ne sont pas là pour se battre, ils n'ont pas le temps de se battre, ils n'ont jamais appris à se battre. Ils éliminent, comme on dit en termes militaires, ils neutralisent tout ce qu'ils peuvent neutraliser pour que le problème de cette personne neutralisée ne se pose plus et ne reviendra plus un jour avec une arme pour se battre. C'est ça leur politique. Mais je voudrais en tout cas dire au président Assimi Goïta, lui dire à travers cette rubrique, et j'espère que ces blogueurs et ces chroniqueurs qui sont proches du pouvoir et qui sont proches donc de l'armée malienne pourraient trouver le moyen de lui faire parvenir cette vidéo et qu'il la visionne. Je voudrais dire au colonel Assimi Goïta quelque chose que lui sait très bien, que son chef d'état-major général des armées qui était en visite dans notre pays l'autre jour le sait, que tous les grands officiers stratèges et les officiers de lutte contre le terrorisme du Mali savent très bien. Le Mali a la chance que le ministre de la Défense de la Mauritanie est le général de division Hanana Oursidi, l'ancien général à la retraite. Cela a une très très grande signification. Et les Maliens le savent très bien. Ils le savent très bien que ça a une très grande signification. Et quelle est cette signification? Je m'adresse maintenant aux blogueurs, de plus en plus nombreux, maliens, qui se lancent dans des analyses, dans des décortiquages qui n'ont aucun sens et qui ne servent qu'à envenimer une situation déjà contaminée. Il est bon que les Maliens sachent que si le ministre de la Défense actuel de la Mauritanie n'était pas le général de division Hanana Oursidi, et là, je suis très sérieux, les Maliens, un Malien de bas de gamme ou un Malien qui n'est pas averti dirait que je suis un farceur. Mais Assimi Goïta, le président de la transition du Mali, et ses généraux de division, ses stratèges,
Et ces commandants de forces spéciales le savent très bien. Que si le général Hanan Naoul Sidi, que je vais vous montrer sur cette image, n'était pas le ministre de la Défense de la Mauritanie, Assimi Goïta se serait réfugié au Niger ou au Burkina Faso. Même son palais serait pris. Même son palais serait pris. Pourquoi? Parce que la Mauritanie a actuellement 150 000 réfugiés en Berre. 150 000 réfugiés en Berre. Et contrairement au Mali, chaque pratiquement réfugié malien, Touareg, est un combattant. Donc si le général Hanan n'avait pas mis en garde depuis toujours ces Maliens réfugiés en Mauritanie pour leur dire que vous êtes ce que vous êtes chez vous, ici chez nous vous êtes des réfugiés et vous devez vous tenir à votre statut de réfugié. S'il ne l'avait pas fait, Assimi Goïta se serait réfugié au Niger ou au Burkina Faso, et peut-être même plus loin, au Gabon ou au Tchad. Mais pourquoi le général Hanan? J'ai dit pourquoi le général Hanan? Pourquoi le général Hanan? Parce que le général Hanan, qui est actuellement le ministre de la Défense, il a été 11 ans durant le chef d'état-major des adjoints de l'armée mauritanienne. Il connaît parfaitement bien, et dans ses moindres détails, le problème de la sécurité dans cette zone. Il le connaît d'abord parce qu'il est de la zone, il est de Besseknou. Il le connaît très bien parce qu'il aime ce pays comme son pays et parce qu'il est un officier extrêmement intelligent pour pouvoir amortir les coups qui viennent de la critique de son pays et trouver un terrain d'entente avec ses frères maliens. Et ce n'est pas tout, c'est pas tout. Il a été pendant 10 ans le chef d'état-major adjoint de l'actuel président de la République, qui est lui le manœuvre de toute la politique de sécurité que assure à la Mauritanie actuellement la paix. Donc, Assimi Goïta le sait très bien que l'actuel président de la République et son ministre de la Défense connaissent parfaitement bien toute la donne dans ses moindres détails de la problématique de la sécurité sur la frontière qui nous sépare avec le Mali. Assimi Goïta le sait très bien. Et si le Mali ne compose pas, les forces armées maliennes ne composent pas avec la Mauritanie, les risques sont extrêmement graves pour le Mali. Pas parce que la Mauritanie va combattre le Mali, non. Parce que si rien que la Mauritanie fermait l'œil sur un laisser-aller qui pourrait suivre donc le conflit qui oppose le Mali à des hommes armés, le Mali n'aura plus jamais de répit. Jamais. Donc, moi je pense personnellement que les accords qui ont été signés par notre chef d'état-major général des armées et celui du Mali sont des accords qui peut-être vont matérialiser par la frontière, parce que la matérialisation de la frontière, c'est un autre problème. Mais ces accords pourraient matérialiser la responsabilité de chaque partie pour éviter des incidents comme ceux qui se sont produits ces 2 dernières années sur la frontière. C'est tout ce que les 2 parties peuvent faire. C'est tout. C'est-à-dire qu'elles vont peut-être renforcer la surveillance de la frontière de part et d'autre de la frontière, parce que c'est la Mauritanie qui verrouille la frontière du Mali. Je l'ai dit dans une chronique précédente, et c'est la Mauritanie qui verrouille. Donc la Mauritanie va renforcer ses contrôles sur cette frontière, et le Mali pourrait poursuivre des combattants, peut-être dans les villes du Mali, qui sont des villes habitées par des Mauritaniens. Parce que dans l'esprit des Mauritaniens, c'est incompréhensible que l'armée malienne vienne dans des localités où il n'y a que des Mauritaniens. Mais des Mauritaniens dans une localité, ça ne fait pas de la localité une localité située à l'intérieur du territoire mauritanien. Non. Effectivement, il y a beaucoup de localités et des villages qui sont
situés à l'intérieur du territoire malien, mais qui sont habités par des Mauritaniens. Et l'armée malienne a tout de mener des enquêtes ou de venir faire des perquisitions dans ces villages ou dans ces campements. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais les accords militaires ne résolvent pas les problèmes à eux seuls. Ils ne résolvent pas les problèmes. Ce qui résout le problème, c'est que toutes les parties maliennes et mauritaniennes, cette fois civiles, comprennent qu'il y a une zone de conflit et une zone de tension très forte et qu'ils contribuent eux aussi à éviter aux deux pays d'avoir des problèmes. Mais ce que moi je suis sûr, ce dont je suis persuadé, personnellement, c'est que les accords de Nouakchott sont des accords qui demandent au Mali de garder sa milice Wagner, de tueurs à gages, à l'intérieur des terres du Mali et de ne pas s'aventurer dans les villages maliens où résident des Mauritaniens. Parce que cette psychose, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, psychose, je vous ai dit que je ne maîtrise pas le français, créée par la présence des tueurs russes dans les villages, crée énormément de problèmes à la Mauritanie, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et sur le plan social. Parce qu'il ne faut pas oublier que le groupe Wagner a créé lui-même une très mauvaise réputation de lui-même. Parce que le groupe Wagner a assassiné de sang-froid plus de 22 Mauritaniens une première fois, 8 une autre fois, 12 une autre fois. Et cela, c'était une première. Et c'est ce qui terrorise ou traumatise les Mauritaniens. Parce que l'armée malienne a toujours eu des problèmes à la frontière avec les populations des zones frontalières. Mais jamais l'armée malienne n'a assassiné ou pris des Mauritaniens pour les assassiner ou pour les faire disparaître. Ce n'est jamais arrivé. Donc, les accords de Nouakchott vont d'abord régler ces problèmes, qui sont des problèmes extrêmement importants à régler, parce qu'ils sont très graves. Parce que la Mauritanie ne peut pas continuer de regarder assassiner ses citoyens sur le territoire malien. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Un jour ou l'autre, la Mauritanie va réagir, et cette réaction risque d'être de conséquences extrêmement graves pour le Mali, parce que l'armée mauritanienne est capable de détruire tous les camps maliens qui sont dans une zone de 300 à 400 km le long de la frontière de notre pays. Ça, c'est notre capacité militaire et c'est notre capacité de frappe, nous les Mauritaniens, par nos propres moyens militaires mauritaniens. Le colonel Assimi Goïta le sait, le chef d'état-major général des armées du Mali le sait, les meilleurs officiers supérieurs maliens le savent très bien.